Bonjour à tous, vous écoutez Le Maquis, le podcast de la MECAS, l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants. Je suis Awan Ndiaye et je vous retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, focus sur un groupe paramilitaire russe qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois dans l'actualité africaine. Un groupe qui est notamment présent en République centrafricaine depuis 2018 ou encore en Libye. Un groupe qui aurait engagé des négociations avec le gouvernement de transition malien dirigé par le colonel Assimi Goïta. Un groupe dont la présence est considérée comme, je cite, incompatible avec la présence internationale et européenne, d'après les dires du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Je veux bien sûr parler du groupe Wagner. Pour en discuter, on retrouve dans quelques instants Keisha Mbale, co-responsable du pôle recherche de la MECAS et qui a récemment rédigé un billet à ce sujet. A tout de suite. Bonjour Keisha, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir à mes côtés. Bonjour Awa, je te remercie pour l'invitation. Alors, Keisha, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le groupe Wagner, son fondateur, la nature de cette organisation, ses missions, etc. Bien sûr. Alors, le groupe Wagner, déjà, c'est une société de paramilitaires russes. Et on peut dire que son idée de création remonterait à 2013. Donc, la première fois qu'on entend parler de ce groupe, c'est lors du conflit en Ukraine en 2014. Et en fait, les séparatistes pro-russes sont alliés aux mercenaires dans le cadre de ce conflit. Par la suite, on va voir que le groupe va mener des interventions en Syrie, donc pour soutenir le pouvoir de Bachar al-Assad, mais il va également avoir une intervention en Libye, donc c'est la première sur le continent africain. Et dans ce cas, la mission consistait en la livraison d'armes pour les troupes du général Haftar en Libye, mais également pour le combat à ses côtés. Donc depuis, sur le continent africain, Wagner a été ou est toujours présent dans plusieurs pays. Donc, il a été présent au Mozambique. On peut également dire qu'il a été présent en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, peut-être en République démocratique du Congo, en Angola, au Soudan et bien évidemment en Centrafrique, où le groupe est présent depuis 2018 et où il forme notamment la garde présidentielle et l'armée et combat également aux côtés des militaires contre les rebelles. Donc, le groupe, au niveau de la formation, eh bien, il a été formé par Evgeny Prigojine. C'est un oligarque russe proche de Poutine qu'on appelle le cuisinier du Kremlin, voire le cuisinier de Poutine. Et donc, il a fait fortune dans la restauration et il est l'actionnaire principal du groupe. De l'autre côté, on a Dimitri Utkin, donc c'est un ancien du GRU. Donc, le GRU, c'est le service de renseignement militaire russe. Et lui, on le surnomme Wagner. Donc, il a donné son nom au groupe et il assure les commandes opérationnelles du groupe. Donc, ce groupe n'a pas d'existence légale en Russie, puisque les sociétés militaires privées sont interdites par la loi. Cela fait qu'en fait, qu'il n'est pas forcément... on ne peut pas facilement le porter devant la justice, ce qui peut poser énormément de problèmes puisqu'on l'accuse d'exactions dans plusieurs pays, mais ça, on va le voir par la suite. D'accord, donc d'après ce que tu dis, en fait, il semble y avoir des liens étroits entre le gouvernement russe et le groupe Wagner, mais à contrario, en fait, d'après le discours officiel du gouvernement russe, il s'agit d'un groupe paramilitaire privé qui n'a aucun lien avec l'État. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, dans les faits, quels sont les liens réels entre le groupe Wagner et l'État russe actuellement? Alors, les liens sont évidents déjà du fait de la relation privilégiée entre Poutine et Prigojine. Et également, on peut dire que le groupe, en fait, est sous le contrôle du ministère russe de la Défense. D'ailleurs, les mercenaires sont formés aux côtés des militaires russes, qui en dit long. Alors, ce n'est pas une preuve directe, mais en 2012, déjà, Vladimir Poutine disait que des sociétés militaires privées, en fait, pourraient être un outil efficace pour réaliser les objectifs de l'État russe, sans pour autant faire appel à la participation de ce dernier. Et c'est exactement ce qu'il se passe, en fait. Le groupe Wagner est le bras armé de l'État russe, sans que la Russie ne soit impliquée, ce qui présente de nombreux intérêts pour le Kremlin. Alors à présent, on va revenir plus spécifiquement sur le cas du Mali qui agite l'actualité africaine depuis malheureusement de nombreuses années pour des raisons assez tristes. D'après toi, quels seraient les gains d'une collaboration avec l'État malien pour Wagner et même plus largement pour la Russie? Alors, au niveau des objectifs, en fait, c'est un peu flou. À mon sens, en fait, il est clair que l'objectif premier n'est pas d'éradiquer le djihadisme au Mali.
Si la France n'a pas pu le faire, si la MINUSMA n'a pas pu le faire en 8 années de présence, ce n'est pas 1000 mercenaires russes en fait qui le feront. Ça, c'est pas possible. Alors, quel gain pour la société Wagner? Je dirais que déjà, généralement, l'objectif principal d'un groupe militaire privé, c'est la rente. Mais l'objectif, c'est également de prendre le contrôle d'un grand marché de ressources pour le compte de son pays. Donc, dans le cas de Wagner, c'est d'avoir des intérêts miniers au Mali. Et quand je dis Wagner, c'est la Russie aussi, puisque c'est souvent interchangeable. Donc, on peut s'attendre à ce que la société soit payée en ressources minières, donc notamment en or au Mali, puisque le Mali, en fait, n'a pas les 10 millions d'euros par mois que demanderait le groupe afin d'intervenir dans le pays. Pour la Russie, vraiment pour la Russie, donc même dissociée de Wagner, on pourrait dire que c'est un moyen de réaffirmer son retour sur le continent africain, qui a été amorcé depuis 2006 avec une visite en Algérie. Mais de plus, ça serait aussi un moyen pour le Kremlin de se rapprocher de la Guinée-Conakry, donc qui est un pays frontalier au Mali, où la Russie a des intérêts économiques. Donc si je résume, en fait, ça permettrait à la Russie d'étendre son influence en Afrique, tout simplement, sur le plan géopolitique et politique. Effectivement, et également d'asseoir ses intérêts économiques via son bras armé qu'est Wagner. Et du coup, qu'est-ce que le Mali aurait à gagner dans cette alliance avec le groupe Wagner? Alors, je dirais que la première chose pourrait être une diversification de ses alliés, mais le Mali aurait, à mon sens, plus à y perdre qu'à y gagner, surtout sur le plan militaire. En fait, la France dit que c'est incompatible une présence de mercenaires russes avec son armée, donc sur le territoire malien. Et la France se retirait complètement si les mercenaires russes venaient à intervenir au Mali. Et il en est de même pour l'Allemagne. J'ajouterais aussi que le Mali et les Maliens n'y gagneraient pas, mais en revanche, on peut craindre que la junte, en fait, pourrait se maintenir au pouvoir, puisque c'est bien connu que le groupe Wagner, en fait, participe à maintenir des chefs d'État contestés au pouvoir. C'est le cas en Centrafrique, donc en formant la garde du président Faustin-Archange Touadéra, le groupe Wagner le maintient au pouvoir. Et au Soudan, par exemple, donc le groupe a participé à la répression des manifestations contre le régime du président El-Béchir. Donc on peut craindre en fait que la junte se maintienne au pouvoir via l'intervention de Wagner sur le territoire malien. Bon, je dois ajouter quand même que l'opinion publique malienne semble favorable à l'intervention de ces mercenaires. Et donc, le colonel Assimi Goïta pourrait très bien gagner en popularité en faisant cette espèce de pied de nez à la France. Parce que la France, n'oublions pas, c'est quand même l'ex-puissance coloniale. C'est un pays dont la présence est très contestée au Mali. Ça a commencé à Bamako, mais ça s'est étendu dans d'autres zones du pays. Et donc, la junte pourrait y gagner en popularité. Et justement, est-ce que tu penses que ce ras-le-bol, entre guillemets, de la présence française est justifié, en fait, auprès des populations? Alors, je peux comprendre que symboliquement, 61 années après l'indépendance du Mali, que la présence des troupes françaises agace. De toute façon, il n'y a aucun pays qui reste aussi longtemps sur un territoire donné qui n'est pas contesté. Ce n'est pas possible. Ce pays sera toujours vu comme un pays envahisseur. Et là, c'est la France, donc l'ex-puissance colonisatrice, qui est quand même accusée de néocolonialisme souvent, qui est contestée. Donc, c'est tout à fait compréhensible que les populations maliennes contestent la présence française. D'autant plus qu'il y a pu avoir des dommages collatéraux, en fait, lors d'opérations françaises au Mali. Donc, c'est compréhensible que les populations maliennes soient agacées par cette présence. En revanche, je ne pense pas que le groupe Wagner soit une solution. Vous écoutez Le Maquis, le podcast de l'Amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la MECAS. Je suis Sirandou Soukouna, présidente de l'association. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts.
Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin sur ce que tu disais, donc sur les effets négatifs de la présence de Wagner au Mali, au vu de son passif au sein d'autres conflits armés, concrètement, qu'est-ce qu'on peut craindre de ce groupe? Il a été plusieurs fois accusé d'avoir commis des exactions, que ce soit en Centrafrique ou en Mozambique, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut craindre de ce groupe au Mali? Alors, en dehors de sa prédation qui s'illustre parfois par la modification des codes miniers, lui donnant accès à de nombreuses ressources, on peut bien évidemment craindre des exactions perpétrées de la part du groupe Wagner. Par exemple, en Centrafrique, on a recensé plus de 200 violations des droits humains qui auraient été commises par Wagner et par les forces de sécurité centrafricaines. Donc, comme je l'écris dans mon article, dans un pays comme le Mali, où les forces de sécurité ont été accusées d'exactions, donc d'exécutions extrajudiciaires à l'encontre de personnes qu'elles suspectaient d'être djihadistes, pour ne pas les nommer, donc des jeunes hommes peuls, comment on ne pourrait pas craindre que des exactions se multiplient alors qu'elles sont déjà trop nombreuses? Donc, en collaboration avec des mercenaires russes, je pense que les forces armées maliennes, en fait, commettraient autant, voire plus d'exactions, en fait. Et les conséquences sur les courts, moyens et long terme seraient désastreuses, en fait, puisque les coupables de ces exactions ne payent jamais, en fait. Donc, ça crée un sentiment d'injustice qui, bien évidemment, pousse de jeunes hommes vers les djihadistes. Et donc, c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Et selon toi, compte tenu de la situation actuelle, donc avec la France qui menace officiellement de se retirer, l'ombre de Wagner qui plane sur ce conflit justement qui semble complexe et inextricable, d'après toi, quel serait le scénario idéal pour le Mali sur le plan militaire pour espérer s'en sortir? Alors, c'est compliqué de répondre à cette question. Je dirais qu'avec la fin de l'opération Barkhane, le retrait des troupes françaises de Kidal, Tessalit et Gao, tout qui a déjà été acté, le pays est déjà moins sécurisé. Donc, ça devient plus compliqué pour le Mali. Donc, la MINUSMA, qui compte 11 000 hommes et qui a un mandat assez robuste, finalement, ne peut pas, elle seule, en fait, endiguer le djihadisme au Mali. Donc, je dirais que tout repose sur l'armée nationale malienne, qui malheureusement a démontré qu'elle n'était pas assez qualifiée pour venir à bout de cette guerre, puisqu'elle a besoin d'alliés extérieurs, donc pas forcément africains et même occidentaux. Donc, je me dis finalement qu'il faudrait peut-être aussi compter davantage encore sur le G5 Sahel et pourquoi pas sur les pays de la CEDEAO frontaliers au Mali ou non, en fait. Donc, il faudrait une collaboration entre une somme d'acteurs vraiment très grande et très diverse, mais en travaillant ensemble, je pense que ça pourrait très bien marcher. Néanmoins, le premier acteur de la résolution de ce conflit militaire, seulement militaire, c'est l'armée malienne. Mais ça me paraît quand même assez compliqué de résoudre ce conflit en s'appuyant uniquement sur cette armée qui n'est pas assez équipée, qui forcément aussi peut perdre espoir en voyant que le conflit ne se règle pas et qu'il s'intensifie. Donc un scénario idéal, je ne sais pas s'il y en a un, mais ça serait quand même aussi beaucoup de collaboration avec des partenaires africains aussi, qui peuvent avoir cette maîtrise du Sahel. Pourquoi pas la Mauritanie, donc, qui a peut-être un peu plus de maîtrise au niveau du Sahara, mais pourquoi pas sur les pays voisins qui peuvent être aussi menacés, mais qui ne prêtent pas assez main forte au Mali. Donc pour le coup, tu considères que le partenariat avec des puissances étrangères est indispensable en fait pour trouver une voie de sortie à cette crise?
Exactement. Et déjà que la situation est très compliquée avec des milliers d'hommes qui viennent de puissances étrangères et qui peuvent être bien équipés et qui ont un appui logistique qui est bien rodé. Je pense que si demain on laissait l'armée nationale malienne seule, Bamako en fait serait déjà tombé aux mains Bamako tomberait aux mains des djihadistes. Donc je pense qu'il faut une collaboration avec des armées occidentales, avec des armées africaines, mais qu'il faut quand même un transfert de compétences, un transfert aussi de technologie. Autrement, le Mali resterait dépendant d'autres armées et ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que le Mali, par exemple, va peut-être pâtir du retrait de certaines troupes françaises du territoire malien. Donc, il faudrait, sur le court terme même, sur le court moyen terme, une formation des soldats maliens. Ça a déjà été amorcé, mais malheureusement, il faut aussi du matériel, il faut de la technique et ça ne se fait pas en un jour. Mais ne penses-tu pas que le maintien des forces armées étrangères, je pense notamment à la France, risquerait d'exacerber les tensions sur place, notamment au sein des populations qui ont déjà certaines rancœurs envers la présence française en Afrique? J'entends bien l'argument de faire appel à des forces armées qui soient africaines également, mais comme tu le dis, je ne sais pas si on pourra uniquement compter sur ces forces-là. Et dans le cas où la France ou les forces européennes plus largement devraient rester, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être délétère dans la résolution du conflit? Comme on a pu le voir par exemple au Burkina Faso avec des civils qui avaient bloqué l'avancée des militaires français, pour le coup. C'est vrai. Alors, je pense qu'il faut restaurer la confiance entre l'armée française et les populations locales. Après, les populations locales se méfient à raison. On parle de la France quand même, donc l'ex-puissance colonisatrice. Et mais moi, si j'étais à leur place, bien sûr que je me méfierais de l'armée française, d'autant plus. Je le rappelle qu'il y a eu des dommages collatéraux et que la France n'a pas porté la responsabilité de ces dommages-là, alors que de nombreuses personnes sont décédées. Donc, il s'agisse du Mali ou du Niger, hein, un cas la semaine dernière. Alors oui, alors je comprends que les populations locales ne puissent pas avoir confiance en l'armée française, du fait que ce soit l'armée française, et bien évidemment que cette armée, malgré son intervention qui peut être motivée pour de bonnes raisons, puisse être un symbole du néocolonialisme de la France sur le continent africain. Et de plus, on peut rappeler encore une fois les dommages collatéraux en fait, qui ont été commis par la France. Donc, dans cette situation-là, c'est bien évidemment normal que les populations locales ne fassent pas confiance à l'armée française. Donc, il faudrait restaurer cette confiance, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait aisément parce que si ça avait été, par exemple, les États-Unis, peut-être que ça aurait été différent. Là, la Russie aussi pourrait intervenir très bientôt et intervient déjà, il me semble. Mais la Russie, c'est aussi Wagner. Et Wagner, en fait, c'est des intérêts miniers directs. Donc, en termes de prédation, c'est pas mieux que Wagner. Donc, je pense qu'au niveau de la confiance, c'est difficile de la restaurer, mais qu'il faut aller en ce sens-là. Parce que si les forces françaises venaient à se retirer complètement, je pense qu'au niveau sécuritaire, on le ressentirait, mais de manière brusque, et qu'il y aurait encore moins de sécurité sur le territoire malien qui est déjà pour ces 2 tiers pas sécurisé en fait. Alors, on arrive vers la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Kesha, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour conclure? Alors oui, j'ai plusieurs choses à dire, mais ça va être bref. Donc, la solution au conflit malien sur le court terme, elle est bien évidemment militaire, mais sur les moyens et long terme, c'est forcément le retour d'un État et d'un État sain, donc qui ne commet pas d'exaction ou d'extorsion contre ses propres concitoyens, qui va régler ce conflit. Donc, il y a des citoyens ou des personnes carrément apatrides alors qu'elles sont nées au Mali, que leurs grands-parents sont nés au Mali, etc.,
qui ne se sentent pas appartenir à l'État malien. Il y a des personnes qui ressentent en fait un sentiment d'injustice parce que l'État malien en fait ne s'occupe pas d'eux. Donc il n'y a pas de perspective d'avenir pour de nombreux jeunes des zones rurales. Et forcément, ça va être aisé en fait d'enrôler des jeunes dans des groupes djihadistes dans ce contexte-là, parce que l'État ne joue pas son rôle et que l'État, même quand il était présent, extorquait sa propre population. Donc forcément, il n'y a plus de confiance en fait. Donc la solution du conflit, comme je le disais, n'est pas militaire, mais plus politique. Donc je dirais qu'il faudrait une refonte du Mali dans sa globalité et peut-être une décentralisation de l'État malien. Merci beaucoup Kesha, à nouveau, d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de t'avoir à mes côtés. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci à vous tous. Merci Awa. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.